Bienvenue pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus au Salon du Livre de Bastia, ce premier Salon du Livre de Bastia par Alma Librairie, je rappelle qui est situé au 27 boulevard Paul. Donc vous pouvez retrouver bien les ouvrages ici. Après cette séance de dédicace dans la chaleur, comme vous pouvez le voir, c'est un salon du livre et sauna. Nous sommes soucieux du, comme ils disent, le summer body. Justement, ça nous fait perdre un peu avant d'aller à la plage. C'est pas, je parle juste pour moi, hein, pas pour monsieur Berger-Franceschi, bien entendu. Donc, ni pour monsieur Pape, on est d'accord. Messieurs, dames, merci d'être pour cette ouverture du deuxième cycle de conférences, cette deuxième série, je dirais, du cycle de conférences à caractère géopolitique. Et nous avons ce soir, donc à 17h, pour cette première conférence, la chance et l'honneur, l'immense honneur d'avoir monsieur Michel Berger-Franceschi. Michel Berger-Franceschi, vous le savez, est un historien, spécialiste de l'histoire de la marine française et de l'histoire de Corse, notamment au XVIe et XVIIIe siècle. Il est auteur, entre autres, du Surcouf, la fin du monde corsaire, qui, je le rappelle, a eu le prix de l'Académie de marine, et c'est tout récent, et également de Charles Bonaparte, père de Napoléon, qui est ici, de Napoléon Ier, qui est sur la table et qui a eu le prix du mémorial de la ville d'Ajaccio. Michel Berger-Franceschi, qui n'en est pas à ses deux premiers livres, pourrait en plus trouver son dernier, Nostradamus, qui est tout juste sorti des impressions. Eh bien, Michel Berger-Franceschi sera en conférence, débat géopolitique autour de la thématique suivante. La Corse dans la géopolitique de la France et de l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Il sera pour cela secondé, questionné, par la suite par Paul-François Paoli, ici présent, qui est journaliste au Figaro littéraire, essayiste, notamment d'ouvrages Corse-France, je témoin non plus, également au Pays des Rivières, qui est son dernier ouvrage qui est paru. C'est un roman, bien entendu, et son prochain ouvrage sortira en octobre, une histoire de la Corse française de Sampiero Corso, à nos jours, aux éditions d'Alandier. Alors, comment va se passer cette conférence? Première partie, Michel Berger-Franceschi vous expose son avis autour de la problématique posée. Deuxième partie, il sera questionné par notre questionnant Paul-François Paoli. Troisième partie de la conférence, 25 minutes, à peu près, eh bien, l'échange sera avec la salle. Michel Berger-Franceschi, merci encore une fois d'être présent parmi nous, et je vous laisse la parole. Merci à vous, merci Christophe pour ce moment de partage avec vous. Merci à Paul-François d'être l'intervenant, le modérateur, le questionneur. Merci surtout au public, puisqu'évidemment, toute conférence sans public ne serait plus une conférence. Donc vous êtes quand même l'essentiel de la conférence et l'essentiel de la soirée. Alors la géopolitique de la Corse sur 3 siècles, c'est une question qui est à la fois simple et qui est à la fois compliquée. Il y a évidemment beaucoup d'évolutions pour une raison bien simple. C'est que les puissances, les pays, les régions, les territoires ont des histoires comme les hommes. Et un pays grandit, mûrit, vieillit, sa puissance disparaît. Et il est évident qu'au XVIe siècle, la grande puissance du monde, c'est, alors je ne dirais pas l'Espagne, parce que si je dis l'Espagne, je vous induis en erreur. L'Espagne, vous pensez tout de suite dans votre tête à un territoire tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancien royaume de Castille, l'ancien royaume d'Aragon, l'ancien royaume de Navarre, le royaume mort de Grenade au sud. Et c'est un territoire qui finalement a une taille voisine de la France d'aujourd'hui. Alors qu'au XVIe siècle, au lieu de dire Espagne, il faut dire monarchie espagnole. Parce que Charles Quint, qui est devenu roi de Castille à la mort de sa grand-mère Isabelle de Castille en 1504, qui est devenu roi d'Aragon à la mort de son grand-père Ferdinand d'Aragon en 1516, c'est un Habsbourg extraordinaire,
puisque par son père, ça ce sont les grands-parents maternels, Ferdinand et Isabelle, mais par son grand-père paternel, le père de son père, Philippe le Beau, archiduc de Habsbourg, il va être amené à être élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Et ça, c'est sûrement la date fondamentale du XVIe siècle, parce qu'il va régner dans ce qui va devenir un jour Madrid, qui n'existe pas encore, la capitale de la Castille, c'est Burgos, la capitale de l'Aragon, c'est Saragosse, et il va devenir le premier roi, non pas d'Espagne, mais des Espagnes, Castille et Aragon. Il va devenir en 1519 empereur du Saint-Empire romain germanique avec une autre capitale qui n'est évidemment pas Madrid, mais qui est Vienne. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris toute la géostratégie du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Tout simplement, la France, François Ier, son fils Henri II, ses petits-enfants, François II, Charles IX, Henri III et jusqu'à Henri IV. Qu'est-ce que la France, si je puis dire? Je le disais à mes étudiants, je le dis à vous qui êtes un peu plus âgés qu'eux, évidemment, mais l'image est parlante. La France, c'est la tranche de jambon entre deux morceaux de pain habsbourgeois. Le Habsbourg règne à Vienne à l'est, il règne à Madrid à l'ouest. Et par conséquent, vous avez toute la politique de l'Europe dans cette généalogie de Charles Quint qui fait qu'on a une France qui est écrabouillée entre les deux États, ou même les deux ensembles d'États, Aragon, Castille, royaume de Grenade, mais aussi tous les États allemands, l'Autriche, tout ce qui appartient aux Habsbourg, les États héréditaires de la maison de Habsbourg. Et par conséquent, cette puissance qui est hispano-germanique, non seulement elle règne sur l'Europe, mais quand vous réfléchissez 2 minutes, Charles Quint, il a des premiers conquistadors. Cortés, qui viendra à Bonifacio d'ailleurs en 1541, Cortés, c'est le Mexique. 1519, Charles Quint, empereur du Mexique. 1520-25, Pizarre. Charles Quint, empereur du Pérou. 1500 Almagro, 1545, le Chili. Charles Quint, empereur du Chili. Donc on ne doit pas dire Espagne, on doit dire la monarchie espagnole, parce que la monarchie espagnole règne sur une immensité planétaire qui est gigantesque du temps de Charles Quint, qui est encore plus grande à partir de son fils Philippe II, le grand rival d'Henri II en France, parce que, à partir de Philippe II hérite, pour des raisons successorales, la dynastie des Avises s'éteint à Lisbonne, et comme la femme de Charles Quint, c'est Isabelle d'Avise, qui est une Portugaise, il est évident que Charles Quint, roi des Espagnes, empereur du Saint-Empire romain germanique, empereur du Mexique, empereur du Pérou, empereur du Chili, eh bien, son fils Philippe II hérite en 1580, non pas du Portugal, mais d'un autre empire, l'Empire portugais, c'est-à-dire le Portugal plus l'Empire des Indes, Calicut, 1498, Magellan, 1519, la première circumnavigation, et par conséquent, vous avez, pour Philippe II, un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, ce qui n'était pas vrai du temps de Charles Quint, mais c'est vrai du temps du fils Philippe II, puisque cet empire inclut maintenant jusqu'aux Philippines, qui ont pris le nom de Philippe II. Donc vous avez une puissance qui est colossale, c'est celle du Habsbourg. Puis la tranche du jambon que vous avez au milieu, eh bien c'est François Ier qui n'est pas le grand souverain du XVIe siècle, malgré sa puissance démographique. La France est alors le premier pays le plus peuplé d'Europe, 15 à 16 millions d'habitants sous François Ier, 20 sous Louis XIV, 25 sous Louis XVI. Et donc, la France est prisonnière d'un côté de Madrid et de l'autre côté des possessions de l'Espagne ou du Saint-Empire romain germanique,
par exemple le royaume de Naples, etc. Et donc la France, elle a besoin de grandir. Et elle a besoin de grandir jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La France est une mosaïque d'États qui vont petit à petit former notre hexagone aujourd'hui. Mais quand on trouve dans une copie le mot hexagone sous François Ier, ça n'existe pas. Au XVIe siècle, Calais est un port anglais. Dunkerque est un port anglais jusqu'à Louis XIV, jusqu'en 1661. La Bourgogne, Dijon, quand vous lisez le testament de Charles Quint de 1526, il vous dit « Je souhaite être enterré chez moi à Dijon », ce qui est quand même incroyable. Tout simplement parce qu'il est le petit-fils de Marie de Bourgogne, fille de Charles Téméraire, duc de Bourgogne, et donc il y a cette revendication de toute la Bourgogne par Charles Quint. L'Alsace n'est pas française, il faut attendre Louis XIV, 1648. La Lorraine n'est pas française, il faut attendre 1766. Et par conséquent, vous avez au XVIe siècle une puissance espagnole immense, et puis vous avez cette petite Corse qui est plantée avec son cap Corse face à Marseille. Et donc la France, évidemment, elle est tentée par cette île qui n'a pas été prise, contrairement à ce que l'on dit partout. Bon, la Corse, toujours conquise, jamais soumise, bon, ça arrive, c'est très joli, c'est très bien, mais c'est faux. C'est faux parce que les Génois ne se sont pas emparés de la Corse. Il y avait en Corse des seigneurs, comme dans tout l'Occident médiéval. Au nord, Rogliane, qui est une capitale, la capitale de la seigneurie de San Colombano. Rogliane, Centur, Morsigue, Ersa, Lourdes, Cagnane, Meria. C'est la seigneurie des Damars qui sont au service des empereurs. Les premiers Damars, ils étaient amiraux des Hohenstaufen, de l'empereur Frédéric, etc. Puis, en dessous des Damars, à partir d'Herbaloung, jusqu'à la frontière à peu près de Lourdes, vous avez une autre famille seigneuriale, les Gentili. Les Gentili, le fief, c'est Brando, mais c'est aussi Herbaloung, c'est aussi Noza, c'est aussi Canaries. Donc, tout le Cap Corse, c'est deux seigneuries génoises. Tout le sud, que l'on appelle encore aujourd'hui la terre des seigneurs, il y a même des bouquins qui ont été intitulés La terre des seigneurs il y a encore une vingtaine d'années. Les seigneurs, ce sont les Ornanes, qui ne sont pas encore colonna d'Ornanes, ils ne le seront qu'au XVIe. Les Istria, qui ne sont pas encore colonna d'Istria, ils ne le seront qu'au XVIe. Les Bozzi, et puis les deux grandes familles connues, les Lecca et les Della Rocca. Et les seigneurs, dont on est très fier aujourd'hui de descendre, ça fait toujours très chic de dire j'ai un ancêtre gentil, etc. C'était pas des tendres. Dans toute la chrétienté médiévale, on payait, qui ça, les populations, pour ne pas dire le peuple, les populations. Eh bien, les populations, elles payaient l'opéra, c'est-à-dire la corvée, elles payaient la taglia, c'est-à-dire la taille, aux seigneurs. Et les seigneurs qui n'étaient pas des tendres exploitaient les populations. Je reprends exprès la formule du grand chroniqueur corse Giovanni della Grossa. Giovanni della Grossa vous dit « Les populations corses, en ayant assez d'être opprimées par les seigneurs, ont besoin de justice et sont allées demander à Gênes que quelqu'un vienne rendre la justice au nom du doge de Gênes dans l'île de Corse. » Et donc, les grandes familles patriciennes qui donnaient les doges, les Doria, les Spinola, les Giustiniani, les Fieschi, ont pris l'habitude, à partir de 1358, alors que la Corse est en pleine crise, il y a la crise des Giovanales, qui est une sorte d'hérésie, et il y a surtout une crise démographique. Nous sommes en 1358, c'est-à-dire 5 ou 6 ans après la fin de l'immense peste noire de 1348-1352, qui a éliminé la moitié de l'Europe, et par conséquent, entre 50 et 75% de la population corse, on le sait par un chroniqueur florentin qui s'appelle Villani, et qui dit, bon ben la population corse, alors elle était de combien? Du temps de Jules César, du temps de Diodore de Sicile, on sait qu'il y avait à peu près 50 000 habitants en Corse.
Alors aujourd'hui, où on nous dit que par rapport à la Sardaigne ou ailleurs, on est très peu nombreux avec 330 000 habitants, là où vous avez 6 ou 7 Corses aujourd'hui, il n'y en avait qu'un dans l'Antiquité. Donc ça vous donne une image de la population corse. Et donc ces 50 000 habitants ont grossi jusque dans les années 1320, puisqu'on a été épargné par les croisades. Les croisades n'ont pas affecté la Corse. On a été épargné évidemment par tous les débuts de la guerre de 100 ans. On ne devait même pas savoir qui était le roi d'Angleterre ou Jeanne d'Arc en 1328, et on ne devait pas trop savoir qui était Jeanne d'Arc en 1431. Et par conséquent, la population devait être peut-être autour de 100 000 habitants en 1320. La peste passe par là, on a dû retomber à 50 ou 60 000 habitants. Et donc, les populations qui survivent en 1358 sont très peu nombreuses et dominées par ces 7 familles seigneuriales, 2 dans le Cap Corse et 5 au-delà des monts, puisque l'expression de en deçà des monts et au-delà des monts vient de Gênes. Quand vous regardez la Corse à partir de Gênes, vous avez une partie qui est en deçà, jusqu'aux montagnes, le Monte-Cint, etc. Et puis après, au-delà, vous avez la terre des seigneurs, donc au-delà des monts. Et par conséquent, les Corses sont allés demander à Gênes l'envoi d'un gouverneur qui leur rendrait la justice. Ce besoin de justice, vous le trouvez dans toute la Corse depuis l'Antiquité. Diodore de Sicile vous disait, les Corses sont différents de tous les autres barbares. Ce sont les seuls en Méditerranée à marquer leur troupeau avec une marque spécifique en fonction de chaque propriétaire. Et la meilleure preuve que vous avez du besoin de justice, c'est-à-dire la balance que vous avez sur tous nos tribunaux, avec la devise liberté, égalité, fraternité, la balance symbole de la justice, c'est le meuble. On emploie le mot de meuble pour un objet ou un animal qui orne un blason ou un écu ou des armoiries. C'est le meuble le plus représenté sur les blasons corses. Vous avez la balance sur tous les vieux blasons de tous les vieux lignages insulaires, parce que les seigneurs ont réagi. Puisque vous avez besoin de justice, c'est pas la peine d'aller la demander à Gênes, nous aussi on va vous accorder la justice. Et donc à partir de 1358, nous avons donc des populations qui sont allées demander cette terre. Le nom aujourd'hui est totalement falsifié dans l'histoire. On vous dit la terre du commun. La terre du commun, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça ne veut rien dire, la terre du commun, c'est pas la préfiguration du communisme. C'est la terre di Comune di Genova. C'est la terre de la commune de Gênes, parce que Gênes est une commune. Ça n'est d'ailleurs qu'une commune, c'est une ville-État. À la différence du royaume de France, qui est un royaume qui n'a rien à voir, évidemment, avec la République de Gênes, qui n'est qu'une ville comme Marseille, comme Venise. Et donc, vous avez ces Corses opprimés et qui ne sont pas forcément fidèles à leur seigneur comme on le croirait, et qui, du moins dans cette région, Bastia, ce qui n'est pas vrai pour ce qui sera un jour, car Ajaccio n'existe pas. Ajaccio ne sera créé qu'en 1492, le même jour que le jour où Isabelle la catholique a signé les capitulations de Santa Fe pour permettre à Christophe Colomb d'embarquer vers l'Atlantique et de découvrir des mondes nouveaux. Et ces mondes nouveaux, ce sera les Bahamas, ce sera Hispaniola, ce sera les Antilles. Et donc Ajaccio n'existe pas, Bonifacio existe, c'est un petit président génois, Calvi existe à partir de 1376, et puis Bastia va être construit par un génois qui est Leonello Lomellini, grande famille de pêcheurs de corail qui emploie beaucoup de napolitains, d'où le prénom de Napoléon qui existe chez les Lomellini. Il y a 14 Lomellini qui s'appellent Napoléon, et comme l'un d'eux sera un jour le parrain d'un lointain ancêtre de Napoléon Bonaparte, ce prénom de Napoléon passera dans la famille Bonaparte à partir donc du XVIIe siècle. Et Napoléon Ier sera lui-même le petit-neveu d'un autre Napoléon mort à Corté en 1767. Donc vous avez un royaume de France qui est prisonnier de cette monarchie espagnole. Quand vous êtes prisonnier, évidemment, écrabouillé entre Venise d'un côté et puis Vienne de l'autre côté,
qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un allié. Le seul allié possible dans le dos de l'Autriche, dans le dos de la Bohême, dans le dos de la Hongrie, c'est le sultan. C'est ce qui vous explique l'amitié de François Ier avec le sultan, qui signe en 1538 les capitulations de façon à avoir un ami qui, la géostratégie, bon je vois des jeunes parmi vous, donc je me permets des explications un peu imagées au niveau étudiant, c'est toujours la politique du sandwich. Puisque Vienne est votre ennemi, eh bien vous cherchez un ami qui est forcément Constantinople, qui est forcément Istanbul, et vous avez à nouveau deux tranches de pain. Vous avez le Louvre d'un côté, et vous avez Istanbul de l'autre, et par conséquent, vous transformez Vienne en jambon. C'est très facile, la géostratégie, pour l'ensemble de la planète jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. La politique du sandwich, c'est toujours la politique qui prime. On essaye de prendre son ennemi à revers. En langage plus élégant que sandwich et que jambon, on appelle ça une stratégie de revers. Et donc François Ier signe cette alliance de revers avec le sultan. Et donc la Corse, elle est intéressante. La Corse, elle est intéressante parce que en 1483, Toulon n'était pas un port français. C'est un port provençal qui appartient à un pays, le comté de Provence. Marseille n'est pas un port français. Ça appartient à un pays qui est le même comté de Provence, et vous avez un chef, un roi, qui est le comte de Provence, qui est le roi René. Et ce roi René, il aime beaucoup sa Provence, il la lègue à son neveu, qui est Charles III, comte de Provence. Et Charles III meurt malheureusement 18 mois plus tard, et il y a un riche marchand de savon de Marseille, vous le connaissez encore, vous le voyez qu'il y a des Belges régulièrement à vendre le samedi avec savon d'Alep, etc. Eh bien, il y a un marchand de savon qui dit « Il faudrait, Votre Majesté, protéger Toulon et Marseille, qui sont attaqués sans cesse par des pirates. » Alors nous, on a parfois un peu trop tendance à dire des pirates barbaresques, des pirates musulmans, des pirates sarrasins. Oui, mais pas uniquement. Vous avez des pirates monégasques, des Grimaldi. Ce sont des pirates sur leur rocher. Vous avez des pirates biterrois, vous avez des pirates languedociens, vous avez des pirates syracusains, vous avez des pirates napolitains. Donc c'est pas forcément une question de religion, c'est aussi une question de butin. Et par conséquent, vous avez ces pirates qui menacent les pauvres Toulon et Marseille. Et par conséquent, Charles III dit à Forbin, ben oui, vous avez raison, je vais léguer mon comté de Provence au royaume de France, c'est-à-dire à Louis XI, parce que j'ai la certitude que le seul pays, et ça nous l'oublions aujourd'hui, quand nous réclamons que ce soit l'autonomie, que ce soit l'indépendance, on oublie la nécessité de la protection à travers les siècles. Et donc, pour protéger Toulon et Marseille, qui peut protéger? Eh bien, les troupes qui descendent de Paris. Et donc, quand vous lisez des historiens du XVIIe siècle, ils vous disent « Nous avons eu la chance d'être légués au roi de France, dont les armées sont les seules à protéger Toulon et Marseille. » Et la Corse, elle entre pour la première fois dans cette géostratégie. Tout simplement parce que le doge de Gênes, à un certain moment, ce serait très long à entrer dans les détails, mais c'est Andrea Doria. Et Andrea Doria, c'est un traître. Andrea Doria, c'est un officier général de François Ier. François Ier qui vient d'être vainqueur à Marignan, 1515, qui vient d'être vaincu à Pavie, 1525, et qui continue toujours, tout au long de son règne, à combattre son ennemi, Charles Quint. Et par conséquent, en 1528, en plein combat, ça il faut quand même le faire, Andrea Doria, officier général, chef de la flotte de François Ier, c'est un mercenaire. Et donc, en plein combat, Charles Quint lui dit « Il vous paye combien, François Ier? Je vous paye 2 fois plus. » En plein combat, il tourne ses canons contre la marine de François Ier. Ça s'appelle la volte-face d'Andrea Doria. Et donc, à partir de ce moment-là, Gênes est sous la domination de Madrid. Et donc, réfléchissez une minute, Gênes, Barcelone, et la Corse, elle est où? Il faut bien que quelqu'un puisse couper cette ligne navale de première importance. Les marins de Château sont en première loge. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de 1533,
Vous avez une France qui a déjà pris Gênes en 1507. Ça, on l'a complètement oublié. Gênes est prise pendant 4 ans. Et celui qui a pris Gênes, c'est quand même incroyable, ça je l'ai trouvé dans les archives nationales, on ne l'avait jamais remarqué avant, c'est un dénommé Giacomo Corso, da Basterica, c'est-à-dire Basterica. Giacomo Corso, il a un frère, Tristano Corso, qui est capitaine des Médicis à Florence. C'est assez important, mais c'est pas primordial. Mais il a un autre frère, Guglielmo da Basterica, lequel Guglielmo a un fils Sampiero. Et donc là, nous faisons une erreur majeure depuis une cinquantaine d'années, en faisant démarrer l'histoire de Corse à Pontenuvo, à Pascal Paoli, à 1769, comme s'il ne s'était rien passé avant. Or, dès le XVIe siècle, il y a un lien qui s'est créé. Il suffit de lire un évêque génois, Monseigneur Justinian, qui écrit ses mémoires en 1530 et qui vous dit la Corse vit à partir du règne de Charles VIII, à partir de 1490-98, du vin qu'elle exporte vers Marseille. Et c'est à partir de Charles VIII, 1498, que se crée ce lien. Or, Charles VIII, on est dans une Europe dynastique. Donc on revendique les héritages, comme aujourd'hui vous revendiquez la moitié ou le quart de la bergerie de votre arrière-grand-père. C'est pareil. Et Charles VIII, il descend des Sforza, il descend des Visconti, il descend de gens qui lui donnent des droits sur Naples. Le premier arsenal de Toulon est créé en 1498 par Charles VIII. Et donc, comment aller de Toulon à Naples sans s'intéresser à la Corse? Et donc la Corse devient un enjeu géostratégique pour le royaume de France parce qu'elle est située dans cette Méditerranée sur la route de l'Italie. Marignan c'est en Italie, Pavie c'est en Italie. Donc la Corse devient essentielle pour la protection du premier port marchand français, Marseille, et pour la protection du premier port de guerre français, Toulon. Et ça c'est une vérité jusqu'en 1704. Quand on a compris ça, on a déjà compris l'intérêt géostratégique de la Corse pour le XVIe et pratiquement jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Donc ça, en gros, c'est le XVIe, début XVIIe siècle. En 1553, le roi François Ier est mort. François Ier, il voulait être l'allié du Turc. Mais quand vous avez 130 galères turques qui viennent à Toulon, on ne peut pas laisser à peu près 120 000 Turcs armés avec des cimetières au milieu d'une population. Toulon c'est 4500 habitants. 4500 habitants, ça fait à peu près 1200 femmes ou filles. Les Turcs, 20, 25 ans, 30 ans, qui n'ont pas vu une femme de Constantinople à Toulon, font courir évidemment les plus grands dangers aux femmes provençales. Imaginez le journal de 20 heures à l'heure actuelle. François Ier dit au maire de Toulon: vous évacuez toute la population du port, sauf 10 hommes. Et donc, on évacue pour permettre aux 120 galères turques de rester de septembre 1543 à mars 1544 dans Toulon. François Ier meurt, son fils Henri II lui succède, Catherine de Médicis épouse Henri II en 1533. Catherine de Médicis est une femme géniale, c'est une reine incroyable. Elle dit: la Corse est le merveilleux cavalier qui chevauche la Méditerranée. Si vous vous mettez à cheval sur le Monte-Cinto, vous avez 2 étriers, et dans chaque étrier, vous mettez un pied. Un pied, c'est Barcelone, l'autre pied, c'est Gênes. Donc, vous dominez la monarchie espagnole. Et donc, elle dit à son mari Henri II: mais envoyer les Turcs à Toulon, on ne peut pas le faire. On a été obligé de dispenser les Toulonnais de 10 ans d'impôts à cause de l'occupation demandée des Turcs. Si on les envoyait à Toulon et à Ajaccio, ce serait génial, parce que ça n'appartient pas au royaume. Et à ce moment-là,
Henri II, va envoyer des troupes à Bastia, qui sont accueillis au nom, ici, sur les remparts, de Viva Francia. Et ces troupes vont arriver à Corté. Corté dit c'est pas la peine de venir nous envahir, ok, on est français. Ajaccio devient française, il n'y a qu'une ville qui va résister, non aux Français, mais aux Turcs, c'est Bonifacio, que Sampiero va quand même prendre. Et on a donc une Corse française, la première fois du temps de Giacomo Corso, lorsque Gênes a été prise, tout simplement parce qu'en droit féodal, lorsqu'une ville-État, c'est le cas de Gênes, est prise, les possessions de cette ville sont prises aussi par la personne, par le preneur. Donc, comme Gênes a été prise en 1507, eh bien, Louis XII s'estimait roi de Gênes et de Corse. 1553, ça recommence, Henri II est roi de France et de Corse. Et là, il s'est passé quelque chose qui était très dommage pour la Corse, c'est que le duc de Guise a pris Calais en 1558. Et donc Henri II a signé la paix avec Philippe II d'Espagne. Et donc Philippe II a dit, écoutez, mon cher Henri II, vous ne pouvez pas tout garder. Ou vous gardez Calais, et c'est dommage pour mes amis anglais, Marie Tudor, femme d'Henri II et femme de Philippe II. Ou alors vous gardez la Corse, mais c'est dommage pour mes amis génois. Donc vous choisissez Calais ou la Corse. Et par conséquent, Henri II meurt à ce moment-là bêtement, il le lance dans l'œil dans un tournoi, son fils François II lui succède. Et François II, il a déjà la pensée du maréchal de Vauban 150 ans plus tard. Il faut faire son précaré. Il dit, je préfère garder Calais, parce que ça tient au reste de la France. Et une île, ça ne tient pas au reste de la France. Donc je rends la Corse à Gênes et je garde Calais. Et alors beaucoup de Corses ont été évidemment mécontents. Alors après la deuxième partie du XVIe siècle, c'est assez calme. Charles Quint est mort depuis 1558, son fils Philippe II meurt en 1598, les Valois vont disparaître avec l'assassinat d'Henri III en 1589, et on a une nouvelle période qui s'ouvre. La période du XVIIe, c'est la grande puissance de la France. Le XVIe, première puissance du monde, l'Espagne. Le XVIIe, première puissance du monde, Louis XIV. Et à du temps de Louis XIV, les maires de Marseille, ils sont presque tous de Chentour. Les maires de Marseille de 1533 à 1787 sortent tous de Corsica et de Chentour. Le premier échevin s'appelle Cipriani, il s'appelle Franceschi, il s'appelle Gaspari, il s'appelle Napoléon. Ils sortent tous de ce village parce qu'il n'y a pas de GPS. Et donc Chentour surveille tous les bateaux, Barcelone, Gênes, aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est vraiment le phare de la marine française, Chentour. Le XVIIe donc est assez calme. On n'a pas de combat ni du côté français ni du côté espagnol dans notre île de Corse. Et la troisième et dernière partie, c'est vraiment le XVIIIe siècle. La France, cette fois-ci, a décliné, comme l'Espagne a décliné le siècle suivant, précédent. Et donc, au XVIe siècle espagnol succédait le siècle de Louis XIV, on continue à l'appeler comme ça, au siècle de Louis XIV a succédé un siècle britannique. Et les Anglais ont besoin de la Corse. Tout à l'heure, j'ai cité en parlant la date de 1704, en vous disant Toulon, premier port de guerre français, jusqu'en 1704, Marseille, premier port de commerce français, jusqu'en 1704. Pourquoi 1704 1704, parce que les Anglais s'intéressent à la Méditerranée. La Royal Navy a hiverné en Méditerranée pour la première fois en 1694, premier hivernage au large de Toulon. 1704 est pour la Corse et pour la Méditerranée, pour la France, pour Toulon comme pour Brest, pour Marseille comme pour Bordeaux, une date essentielle. Gibraltar est pris par la Royal Navy. Et Gibraltar appartient toujours aux Anglais depuis 1704. Et par conséquent, 1704, c'est la volonté britannique de faire de la Méditerranée un lac anglais. Et
Et donc, en 1703, le premier port de guerre français, c'est Toulon. En 1789, le premier port de guerre français, c'est Brest. En 1703, le premier port de commerce français, c'est Marseille. En 1789, le premier port de commerce français, c'est Bordeaux. Vous avez un basculement de la Méditerranée à l'Atlantique. C'est le déclin de la Méditerranée. Et les Anglais profitent du déclin de Toulon et de Marseille. Les Anglais, en 1707, prennent Minorque, donc Gibraltar, 1704, Minorque, 1707, et ils avancent. Et la tête de mort est arborée pour la première fois en 1745 sur les remparts de Bastia, lorsque la flotte anglaise arrive à Bastia pour s'emparer de Bastia. Et donc, à partir de ce moment-là, les Anglais n'ont de cesse de vouloir prendre la Corse. L'Espagne ne compte plus, Barcelone ne compte plus, Madrid ne compte plus. Le duel du XVIIIe siècle, c'est un duel franco-britannique. Et maintenant, je dis britannique. Je ne dis plus anglais. Parce que depuis 1707, en vertu de l'acte d'union, l'Écosse est devenue, si je puis dire, anglaise, puisque ça ne forme plus que les îles britanniques. On peut donc dire un amiral britannique en 1707, on pourra le dire pour Nelson, alors qu'on ne peut pas le dire pour l'amiral Rooke, qui prend Gibraltar en 1704, c'est un amiral anglais et non pas britannique. Et donc, à partir du milieu du XVIIIe siècle, dans le mémorial de Sainte-Hélène, vous avez une très célèbre phrase de Napoléon qui vous dit « En Corse, dans ces années de la Révolution, il n'y avait que deux partis, le parti pro-français et le parti pro-anglais. » Et Napoléon a entièrement raison sur ce point. Il n'y avait effectivement que deux partis. C'était la bataille que se livrait pour la puissance de la mer, deux grandes puissances, une France sur le déclin et une Angleterre qui était en pleine montée de pouvoir. 1744-48, donc lorsque les Anglais sont arrivés à Bastia avec la tête de mort pour la première fois en 1745, une guerre qui se finit par un statu quo antebellum, c'est la même situation en 1748 qu'au début de la guerre. Et puis après 1756-63, guerre de succès, guerre de 7 ans, et la France décline de plus en plus. 1763, perte du Canada, 1759, perte de Montréal, 1760, perte de Québec, 1759, perte de la Guadeloupe, 1762, perte de la Martinique, perte de Belle-Île, perte d'îles bretonnes au large du littoral. Et donc cette France de 1763 est une France vaincue au profit des Anglais qui nous ont arraché le Canada. Et donc pour Louis XV, il faut une compensation à cette perte. Et cette compensation, elle sera facile à gagner. Le duc de Choiseul le pense. Si la Corse devenait française, ça serait un arrêt de la puissance britannique. Ce serait aussi le moyen d'avoir du bois, parce que la marine française manque de bois. Et donc, on imagine qu'il est très facile de descendre les pins lariciaux pour les mâts des forêts d'Alton ou de Vitsalon, ce qui est une erreur. Parce que les descendre, on verra bien sous le règne de Napoléon III, c'est extrêmement difficile, par flottage, de descendre les bois jusqu'à Ajaccio ou jusqu'à Bastia. Et donc, Choiseul dit à Louis XV, ça serait pas mal si on pouvait prendre la Corse, car nous aidons Gênes. Quand j'étais enfant, on lisait dans tous les petits Larousse, la Corse a été vendue par la République de Gênes à la France en 1768. Ce qui était une phrase absolument absurde. Nous n'avons jamais été vendus. On a même publié le traité de 1768 au musée de Corté grâce à Marie-Eugénie Paul-Mordiconi il y a 3 ou 4 ans. Le traité de 1768 s'appelle, il y a un titre à un traité, Traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes. Conservation, ça n'est pas la vente. Mais Gênes n'arrivait plus à se faire obéir par les Corses. Depuis 1729, on appelle ça la Révolution corse. À mon avis, le terme n'est pas bon parce qu'une révolution, ça ne peut pas durer 40
40 ans. C'est une évolution, une révolution, 1789, 1830, 1848, 1870, ça dure quelques jours. Une révolution de 40 ans, c'est quasiment impossible. Ce n'est pas la même génération. Ce sont les enfants par rapport aux parents qui sont déjà morts. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1729, les Corses ne veulent plus de Gênes. Parce que Gênes, et ça aussi c'est important à comprendre, quand on dit Gênes de 1358, quand on a demandé à Gênes de venir avec un bon gouverneur en Corse, ça n'est plus la Gênes de 1768. La Gênes du Moyen-Âge, c'est la première puissance maritime de Méditerranée. Les cartographes, les voyageurs, les navigateurs, Christophe Colomb, les Ouzigomas, tout ça, ce sont des ligures. Mais en 1746, la banque de Saint-Georges a fait faillite. Donc Gênes est une puissance déchue. Et les Corses ne veulent plus de cette puissance déchue à partir de 1729. Ils ont donc dit à Louis XV, première armée, première infanterie, première cavalerie, et assez souvent, première puissance navale, un peu avant l'Angleterre, ensuite ça va changer. Ils ont dit à Louis XV, allez faire régner l'ordre génois en Corse. D'où on voit 1738, Monsieur de Boissieu, 1749-52, le marquis de Cursay, 1741, juste auparavant, le futur maréchal de Louvois, 1769, le marquis de Chauvelin, Monsieur de Vaux, Monsieur de Marbeuf, etc. Louis XV a envoyé des secours à Gênes. Jusqu'en 1763, pas de problème. 63, on perd le Canada. La France est dans une situation difficile du point de vue financier. Et donc Louis XV dit à Gênes, écoutez, moi je vais aider vos troupes depuis 40 ans, et bien maintenant il faudrait peut-être me rembourser les dépenses. C'est pour ça qu'on a parlé de vente. Et il dit, vous me devez tant, parce que j'ai envoyé des navires, les marins, ils ont mangé des vivres 3 fois par jour à bord, j'ai envoyé des troupes, Boissieu, etc., vous me devez tant. Or, Gênes a fait faillite, la banque de Saint-Georges, 1746. Donc Gênes ne peut pas payer. Et donc Gênes dit, nous signons un traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes, mais c'est un abandon de suzeraineté provisoire. On abandonne à Louis XV l'exercice du pouvoir dans l'île de Corse pour une certaine période. Alors le scoop de ce livre, c'est que celui qui signe le traité de 1768, on ne l'a jamais dit, mais moi j'adore la généalogie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le grand-oncle de Laetitia Ramonineau. Et que par conséquent, Charles Bonaparte, on a dit c'est un traître à Ponténove, il aurait dû partir en Angleterre avec Paoli. C'est stupide. Il était père de famille, Joseph était né à Corté en 1768, il avait 18 mois. Sa femme, Laetitia Ramonineau, elle était enceinte jusqu'aux yeux, elle va accoucher le 15 août 69, Ponténove, c'est le 9 mai 69. Si Charles Bonaparte avait abandonné une femme enceinte avec un bébé de 18 mois et un vieil oncle prêtre qui était Don Luciano Bonaparte, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui de lui? C'est un homme de devoir qui a choisi effectivement, après avoir combattu à Bordeaux en 68 et après avoir combattu à Ponténove en 69, de rester. Et alors, j'ai eu quelques remarques sur ce personnage sur Facebook. On me dit, pourquoi vous vous occupez de la biographie d'un traître? Mais en 1769, en Corse, il y a 120 000 habitants. 120 000 habitants, ça fait 60 000 enfants, 60 000 adultes. 60 000 adultes, ça fait 30 000 hommes, 30 000 femmes. À Ponténove, il y a 2 000 hommes. Donc, il y a 28 000 traîtres. Donc, on descend des traîtres. Donc, c'est très gênant quand on pose la question de cette façon-là. Et donc, moi, je fais des recherches généalogiques. Donc, nous avons tous ici dans la salle, en fonction de nos âges, 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 trisaïeux, 32, 64, 128, 256. À ma génération, 71 ans, vous avez tous 256 ancêtres. À la génération d'étudiants que je vois au fond, vous en avez, si vous avez 40 ans, 512 ancêtres.
Et à la génération des étudiants du fond, vous avez 1024 ancêtres. Donc c'est très intéressant de voir qui étaient nos ancêtres à Pont-Énove. Et moi, sur 256, je n'en ai pas. Et pourtant, j'avais un ancêtre qui était célèbre corsaire de Paoli, et j'ai fait d'ailleurs, pour la magnifique exposition du musée sur les marins, j'ai fait quelque chose sur cet ancêtre. Et donc, pour conclure, lorsqu'on arrive au moment de la Révolution française, en 1794, les Anglais, ce qu'ils voulaient, c'était la Corse, dans un intérêt géostratégique. Demain, vous aurez une autre conférence d'Anna Moretti, où vous verrez qu'il n'y avait pas que les Anglais. Vous verrez que les Russes voulaient la Corse en 1798. Ils avaient déjà commencé les temps de Catherine II. Ils vont continuer avec Paul Ier, mais je ne vais empiéter ni sur la conférence de demain, et j'ai déjà beaucoup trop parlé, pour avoir des questions et du public et de Paul-François. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser deux questions. La première a trait à un sujet qui me semble relativement absent des débats historiques sur la Corse, alors que c'est une question qui m'apparaît assez importante et flagrante, c'est la question de la démographie corse. Vous l'avez évoqué succinctement. La Corse a toujours été très, semble-t-il, très faible sur le plan de la puissance démographique, notamment à un moment où la France est la première puissance démographique d'Europe. Selon vous, cette faiblesse démographique, est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu un impact vraiment sur l'histoire de la Corse et à quoi l'attribuer cette faiblesse à peu près constante? C'est vrai que la Corse a toujours été très peu peuplée. On a cité des chiffres, donc 50 000 dans l'Antiquité, peut-être 80 000 au Moyen-Âge, 120 000 en 1769, d'une façon très précise. Je peux vous donner le nom de tous les habitants de Corse en 1769, aussi bien hommes, femmes, enfants, vieillards, il y en a très très peu, au-delà de 70 ans, il y a très très peu de monde. Vraisemblablement, le fait que les Corses ont toujours émigré pour des pays voisins. Et ils n'ont pas émigré par hasard. Aujourd'hui, on dit toujours les Corses sont présents, ils sont partout dans le monde, et c'est vrai. On a toujours été présents au 19e à Porto Rico. C'est même un Bastien, c'était le cousin de Germain de la grand-mère, d'ailleurs, c'est le plus hasard, j'en tire aucune vanité, qui était président du Venezuela en 1984, qui était le docteur Buzenki, dont le père était conseiller municipal d'Ajaccio sous le Second Empire. On est allé partout. Le vice-président du Venezuela, c'était Sidney, qui était le morceau dans le monde entier, même celui qui a inventé le Coca-Cola, Mariani, qui est à l'origine du Coca-Cola, c'était le fils d'un apothicaire corse installé à Paris. Les Corses ont toujours émigré, mais ils n'émigrent pas comme ça. On ne dit pas je pars à Gênes, je pars à Venise, je pars à Barcelone, ou je pars au Louvre. On émigre. Aujourd'hui, on est très politisé. En Corse, les élections, tenir la mairie en particulier, c'est quelque chose d'essentiel depuis le 19e siècle. On est migré, non pas pour des raisons politiques, mais c'est à ses voisins, pour des raisons religieuses. Les Corses, ils sont très catholiques, ce qui n'est pas le cas de tous. Ceux qui sont très catholiques, vous les trouvez où? Chez le roi catholique. Ça sera Andrea Ceccardi, vescovato. Andrea Ceccardi, il est colonel de Philippe II. Parce que c'est la première puissance de la catholicité. Un autre pays très catholique, c'est Venise. Les Abatouches, les Zicamo, les Paganelli, les Lusighi, toutes les familles, les Giaffer. Les Giaffer, celui qui est le compagnon d'Andrea Ceccardi à l'époque avant le généralat, c'est-à-dire du temps de Hyacinthe de Paoli, Giaffer, il est colonel à Venise. Mais la généalogie est une clé pour comprendre la Corse. Son père est colonel à Venise, son grand-père est colonel à Venise, son arrière-grand-père était colonel à Venise en 1615. Pourquoi? Parce que Venise était, pour tout l'ancien régime,
le rempart de la chrétienté face au monde musulman depuis la chute de Constantinople en 1453. Donc les Corses très catholiques, ils sont à Madrid, le chanoine horticole, à Barcelone, à Venise, et ils s'engouffrent tous dans ces armées. Les Corses moins catholiques, San Piero, il est tellement peu catholique qu'il arrive avec Dragou, il arrive avec les musulmans à Bastia, à Portet, à Ajaccio. Il n'est pas du tout comparable avec un Paganelli ou avec un Lutzenki de Zicavo, pas du tout. C'est un homme très tolérant qui pille les églises catholiques, ce qui gêne beaucoup sa femme. Parce que Vanina Dornade, qui elle est génoise, elle n'aime pas trop voir son mari revenir de ses campagnes avec des candélabres, avec des encensoirs, avec des missels en ivoire, avec des tas d'objets religieux, d'où d'ailleurs la vente de ces objets aux enchères à Marseille avant de prendre la fuite pour Gênes, et d'où la fureur évidemment de Saint-Pierre lorsqu'il reviendra et qu'il verra que tous ces butins de guerre, y compris pris dans les églises, eh bien, ont été vendus par son épouse. Donc on émigrait à Rome si on était garde du pape. Mais où sont élevés, c'est quand même incroyable, où sont élevés les deux fils de San Piero? Est-ce qu'ils sont élevés à Ajaccio? Est-ce qu'ils sont élevés à Bastelica? Pas du tout. Ils ont fait toute leur formation au Louvre. Ils ont été enfants d'honneur des futurs Charles IX et Henri III. Ils jouaient au hockey avec les deux futurs rois de France. Ils jouaient donc à tous les jeux de l'époque, Jean-Paulin Maillard, etc., avec les deux futurs rois de France. Donc il y avait cette émigration. Et encore un mot pour continuer cette réponse. Cette émigration a toujours finalement vidé la Corse d'hommes jeunes, militaires, soldats, beaucoup de prêtres également, à peu près 300 prêtres corses à Rome dans les années 1650. Les gardes corses à Rome, l'un d'eux d'ailleurs est le trisaïeul de Laetitia Ramolino, Andrea Provero, c'est lui qui a créé la fameuse émeute de 1664 à Rome. Et alors aujourd'hui, là aussi sur Facebook, on vous dit des choses parfois, tous les 11 novembre, j'essaie de réagir, on vous dit, la France a tué 30 000 jeunes Corses en 14-18. Alors, c'est pas la France, c'est la guerre mondiale. 2, j'ai fait un bouquin en 2013, qui a eu le prix du livre corse d'ailleurs en 2014, sur la guerre de 14. C'est pas 30 000, c'était même gravé 30 000 sur une stèle en Corse. Le vrai chiffre, c'est entre 11, c'est déjà beaucoup, 11 000 et 13 000 jeunes Corses qui ont été tués en 14-18. Mais la Corse qui a été saignée, je suis entièrement d'accord, c'est vrai, qui a été vidée de sa population masculine. Ma mère est née en 1918 et ma mère disait toujours, mon enfance a été entourée de veuves en noir, mère, grand-mère, que des voiles de crêpe, avec à l'époque le grand deuil, le voile qui descendait aux genoux, puis le demi-deuil 3 ans plus tard qui descendait aux épaules, puis le quart de deuil qui s'arrêtait avec la voilette, la mantille, donc le dimanche, ça faisait 9 années en noir. Et ma mère disait, je n'ai connu que des femmes en noir. Mais il faut bien voir que la Corse avait commencé à se vider bien avant 1918. Quand vous regardez, j'ai fait ça dans un grand nombre de villages, le chiffre de population, à partir de 1860-70, l'empire colonial, que l'on appelle le deuxième empire colonial, ou le second empire colonial, c'est plus juste. Le premier, c'était celui de Richelieu et de Colbert. Le second, c'est celui de Napoléon III du XIXe siècle. Eh bien, le second empire colonial avait commencé très largement à exporter les plus entreprenants, peut-être des Corses, à Sfax, à Tunis, à Alger, à Oran. Le proviseur du lycée de Constantine était un déviki de Barbadge. Le professeur de mathématiques était un dévoti de Bastia. Les médecins coloniaux, y compris au Cambodge, y compris celui qui a accouché la reine du Cambodge, épouse de Norodom Ier, était un dévote de Bastia, né au 1 boulevard du Palais, qui est aujourd'hui le boulevard Pascal Paoli. Et donc on a toujours été terre d'exportation. Alors en tant que Corse, c'est assez chauvin, je dirais d'intelligence. Parce que très souvent, j'en ai un peu assez, que l'on me dise, en Corse, de toute façon, il n'y a pas de ressources.
une matière. Et j'ai pris l'habitude de répondre, je vous la conseille, il y a la matière essentielle qui est la matière grise. Oui, c'est une belle réponse à matière grise. Dites-moi alors, justement, à propos de votre livre Charles Bonaparte, moi j'ai été très étonné en le lisant. Est-ce que votre réflexion sur le rôle du père de Bonaparte a évolué avec le temps, au fur et à mesure de vos recherches, ou vous aviez déjà depuis longtemps l'idée qu'il fallait réhabiliter de cette manière l'image de Charles Bonaparte? Oui, Charles Bonaparte, c'est un personnage à la fois intéressant et méconnu. Méconnu parce qu'il meurt. Il meurt à 38 ans. Et il meurt à Montpellier, ce qui prouve d'ailleurs sa modernité, puisqu'il est allé dans la faculté de médecine, qui était la plus grande de France et qui est encore d'ailleurs aujourd'hui à bien des égards, pour essayer de se guérir d'une sorte de cancer de l'estomac qui le minait déjà depuis plusieurs années. Ce n'est pas vraiment un cancer d'après les médecins d'aujourd'hui, mais en gros c'est quand même une tumeur à l'estomac. Et donc Charles Bonaparte, c'est l'oublié. C'est l'oublié de l'histoire, c'est l'oublié de son fils. C'est l'oublié de l'histoire parce qu'il n'a pas connu l'histoire avec un grand H. On parle toujours de Laetitia. Laetitia, non seulement elle a connu l'Empire, non seulement elle a survécu à l'Empire, à Waterloo, 1815, non seulement elle a survécu à son fils, Napoléon Ier, le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, elle a survécu à la plupart de ses enfants, Pauline, Caroline, qui sont toutes mortes à la quarantaine, et chose incroyable, elle survit en 1832 à son petit-fils l'Aiglon, ce qui est très malheureux d'une part, puisqu'elle est couchée depuis 7 ans suite à une mauvaise fracture du fémur. Elle est à Rome avec son demi-frère, le cardinal Fesch, qui mourra 3 ans après elle, en 1839. Et Laetitia, c'est d'ailleurs la vieille Corse, c'est très drôle, ça c'est à moi, ça c'est mon patrimoine, c'est ma maison, etc. Et donc, Charles Bonaparte avait légué sa maison, à l'époque où le roi de Rome n'était pas né, à sa nourrice qu'il adorait, Camilla Hilary, femme d'un pêcheur d'Ajaccio. Et Laetitia n'était pas très contente de voir la maison Bonaparte finir finalement dans les mains d'une domestique, une nourrice, c'est la bonne. Et donc, elle a utilisé le code civil, ce qui est quand même incroyable. Et donc, elle dit, mon fils est mort, Napoléon, il a fait un testament pour la nourrice, mais l'Aiglon est né après le testament. Donc, le testament n'est pas valable, puisque c'est forcément mon petit-fils qui était l'héritier. Et moi, je suis le seul ascendant vivant de l'Aiglon. Donc, j'hérite de la maison. Et elle a donc récupéré la maison que nous avons la chance de pouvoir visiter aujourd'hui. Grâce à ce décès, elle en devient la propriétaire et elle va la léguer à son tour à son cousin germain, à elle, et non pas à la famille de son mari, non pas à un Bonaparte, mais à un Lévy Ramolino, c'est-à-dire un cousin germain de son côté. Donc Laetitia, on la voit partout, y compris là où elle n'était pas. Vous la voyez sur le tableau de David, sur le tableau du Sacre, elle n'y est pas. Et pourtant, elle est sur le tableau. Donc Laetitia a occupé tout le terrain. Ça sera la première partie de ma réponse, et la deuxième sera plus brève. C'est que Napoléon, en 1789, il a 20 ans. À 20 ans, est-ce qu'on est pareil que lorsqu'on en a 50? Ça, c'est pas sûr. Je crois qu'il faut avoir vécu déjà assez longtemps pour se rendre compte que les choses changent et que la maturité change. 1789, il a cette phrase incroyable pour quelqu'un qui va devenir empereur des Français en 1804. Il vous dit, en 1769, donc l'année de sa naissance, le 15 août, j'ai vu 20 000 Français vomir sur nos côtes. Alors le terme de vomi, quand on va devenir empereur des Français, c'est quand même pas très flatteur. Vomir sur nos côtes, renverser le trône de la liberté, c'est-à-dire celui de Pascal Paoli, et donc pour installer en quelque sorte une monarchie absolue qui est ébranlée pendant tout le règne de Louis XV et qui en 1789 est encore plus ébranlée. Mais il faut toujours se mettre, ça je crois que c'est important là aussi pour les étudiants qui sont là, quand on étudie
un personnage, quand on étudie une période, si vous le sortez de son contexte, l'abolition de l'esclavage, etc., vous ne comprenez rien. Si vous regardez le XVIIIe siècle assis devant votre télévision avec un petit apéritif sur la table du salon et dans un fauteuil confortable, on n'a pas le droit de juger le passé. Il faut l'expliquer. Mais il faut toujours se mettre à la place des personnages. On doit toujours intégrer et l'époque, et la famille, et le milieu, et les copains. Et donc en 1789, quelle est la comparaison de ce grand bouleversement? C'est 1945. Et est-ce qu'en 1945, vous êtes fier d'être fils de Colombo? Non. On préfère être fils de résistant. Et donc il a devant lui deux figures. Celui qui a résisté, c'est Pascal Paoli. Et donc Pascal Paoli, c'était le héros d'une jeunesse en 1789, alors qu'il ne l'était pas en 1769. Sinon, il n'y aurait pas eu que 2000 paolistes à Pont-Pénon. Mais en 1789, la figure mythique de Paoli brille au point que Pozzo di Borg, qui est un peu plus âgé, il est né en 64, et Napoléon admirent Pascal Paoli. Et par contre, ce pauvre Charles, Napoléon ne parle pas beaucoup à vie. Parce que finalement, c'est le Colombo, il s'est mis du côté des Français, il a été maintenu noble en 1770, il a obtenu des bourses pour le lycée d'Autun, il a obtenu des bourses pour le collège militaire de Brienne, il a accompagné sa fille Elisa à la maison d'éducation de Saint-Cyr, qui était une maison pour filles jusqu'en 1793, et par conséquent, il a fait le jeu des troupes de Marbeuf, de Boissieu, etc. Et donc il préfère être le fils du résistant, le fils spirituel, plutôt que le fils biologique du Colombo. Et on le voit bien lorsqu'il est premier consul, le maire de Montpellier lui dit « On va maintenant ériger une statue, un monument, puisque nous avons le corps de votre père qui est mort ici depuis une quinzaine d'années, et on va faire ce monument à la mémoire du père du premier consul. » Et la lettre de Napoléon, elle est un peu choquante. Il répond au maire de Montpellier « Je ne veux pas. Parce que sinon, pourquoi pas faire aussi un monument à la mémoire de mon grand-père et également de mon arrière-grand-père ?» Donc c'est limite un petit peu ironique et un peu choquant. Et effectivement, c'est une figure, Charles Bonaparte, qui est passé à la trappe, et aux yeux de l'opinion publique, et aux yeux aussi de son fils, sauf le jour du sacre, où il s'est retourné vers Joseph en lui disant « Si notre père nous voyait ». Très bien. Voilà. Merci. Merci Michel Verger-Franceschi. Est-ce que le public a des questions? Une main se lève. Deux mains se lèvent. Alors on prend deux questions, peut-être trois questions. Et Michel Verger-Franceschi qui répond. Alors, je suis désolé de venir avec un micro avec fil. Il se peut qu'il soit trop court. Une pause en fil, hélas. Bonjour. Que pensez-vous du personnage d'Articoli qui est envoyé vers le pape? Michel a fait une réponse globale. Ensuite, il y avait Hervé. Est-ce qu'il y avait d'autres analyses? Je crois pas. Une deuxième question. Oui, pour moi, ça va être très bref. Vous avez parlé de démographie. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse sur l'émigration. Et durant la même période, il y a eu aussi l'immigration. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration, en particulier l'Italie, enfin de ce qui n'était pas encore l'Italie, sur plusieurs siècles. Donc, est-ce que l'un ne compense pas l'autre? Merci, Hervé. Question. Oui, alors plusieurs questions. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne Orticone, la famille est toujours représentée, d'ailleurs aujourd'hui, à Monticello, donc famille de malades. Famille royaliste, très catholique, qui conserve d'ailleurs aujourd'hui, encore en 2003, ce profil, si je puis dire, un attachement à la monarchie, un attachement à la religion, le fait de l'arrivée d'un Orticone à Rome, comme beaucoup de prêtres finalement, est assez symbolique d'une Corse dont on fait, alors je ne voudrais pas vous choquer, ni dans vos foi, ni dans vos consciences, dont on fait
une terre très patrimoine de Saint-Pierre, une terre qui serait, et je le dis plutôt conditionnelle, et qui serait extrêmement catholique. Et c'est vrai, si je puis dire, sans faire de ségrégation masculine et féminine, c'est vrai du côté des femmes. Les femmes catholiques sont très catholiques, les femmes corses sont très catholiques, et l'erreur d'ailleurs de Pascal Paoli, il s'est vraiment tiré une balle dans le pied en faisant le choix de l'Angleterre. Et ça, je pense que c'était lié à son âge et à sa formation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 1707. 1707, c'est l'union de l'Écosse catholique avec l'Angleterre protestante et anglicane. Et donc, Paoli, il est dans la tradition de son père, Hyacinthe. Son père est né en 1673. Il avait donc 43 ans en 1707. Et donc, le père, Hyacinthe, était proche des jacobites irlandais et écossais ultra-catholiques. Nous avons une lettre qui est très curieuse de Paoli, qu'il écrit à Londres en 1788. Et Paoli vous dit, presque en s'excusant, j'ai cru devoir suivre les engagements que mon père avait pris. Ces engagements, ça on est certain que ce sont des engagements jacobites. Il se passe un phénomène énorme en Europe en 1688, c'est ce que l'on appelle la glorieuse révolution d'Angleterre. Cette glorieuse révolution d'Angleterre va donc détrôner Jacques II Stuart, qui est, avec son frère qui est mort 3 ans auparavant, Charles II, à l'origine, apparemment, je dis apparemment parce qu'on n'en a pas vraiment de certitude, de la franc-maçonnerie anglaise. Et donc, on est sûr que Paoli a des contacts avec la franc-maçonnerie dès son arrivée à Naples. J'ai trouvé une lettre étonnante de 1801 de Pascal Paoli qui vous dit, alors qu'il est à Londres, il est rentré à Londres depuis 1796, à la fin du royaume anglo-corse, il vous dit je viens de rencontrer à Londres le prince, c'est pas un prince d'ailleurs, c'est un patricien, le terme de prince n'existe pas, mais il dit le prince Andrea Giustiniani, qui n'a pas dans les yeux le feu de sa grand-mère, qui m'avait beaucoup protégé quand j'étais à Gênes enfant, et il dit, et ça c'est essentiel, ma grand-mère, sa grand-mère maternelle. Et alors toujours la généalogie. La grand-mère paternelle, je l'ai trouvée évidemment en 2 heures, c'est Madame Giustiniani, donc on arrive à avoir son nom de famille très tôt. Mais je voulais absolument trouver la grand-mère paternelle qui avait donc influencé Pascal Paoli lorsqu'il était à Gênes, à Naples, à partir de 1739. Et donc j'ai fini par la trouver. Et cette grand-mère maternelle de ce prince Giustiniani, c'est Marie de Neubourg. N-E-U-B-U-R-G, Marie de Neubourg. Elle a une sœur, et cette sœur, Madame de Neubourg, c'est l'épouse de Lord Derwentwater, qui a été le premier à tenir maillet en France à partir de 1732. C'est-à-dire que Paoli, dès son arrivée à Naples et dès son enfance jusqu'à son adolescence et son arrivée à Corté en 1755 à l'âge de 30 ans, a été au contact de la franc-maçonnerie à Palerme et à Naples, dans le contexte jacobite des Neubourg, de Lord Derwentwater. Alors j'ai cherché après qui était Lord Derwentwater, grand ami de Lord Kilmarnock, tué avec lui en 1746 à la bataille de Culloden, lorsque les Écossais se sont battus contre les Anglais pour rétablir un roi Stuart à Londres. Et tous les deux, ce sont les cousins de Madame de Neuhoff. Et donc, pour comprendre Pascal Paoli, on est obligé de comprendre là aussi la généalogie de Neuhoff, parce que Neuhoff a épousé Miss Sarsfield. Et Miss Sarsfield, qui est la fille d'un nationaliste irlandais, son père c'est Patrick Sarsfield, et chose incroyable, on vous dit, je ne sais pas si elle est là, je voudrais saluer Anne Meistersheim, qui a fait un très très beau catalogue d'exposition à Bastia il y a quelques années sur Théodore de Neuhoff. Eh bien, Théodore de Neuhoff, un roi bouffon, un roi d'opérette, tous ces termes sont d'une stupidité affligeante. Théodore de Neuhoff, il a épousé Miss Sarsfield.
Mrs. Sarsfield, elle a forcément un père et une mère. Son père, Patrick Sarsfield, le lieutenant général des armées de Louis XIV, a été tué à Neerwinden en 1693. Et donc sa mère s'est remariée. Et la mère de Madame de Neauve, elle épouse qui? Elle épouse le maréchal de Berwick, fils naturel de Jacques II. C'est-à-dire que Neauve est un jacobite du premier rang qui appartient à la famille royale des Stuarts, puisque sa belle-mère est elle-même la bru de Jacques II. Et donc, vous avez Rome, et les horticones que vous évoquez sont à Rome, les Giaffers, etc., parce que c'est tout ce milieu jacobite qui veut restaurer la maison des Stuarts. Et cette maison des Stuarts, comme par hasard, le prétendant Stuart meurt en 1766, en janvier. Vous avez un trône qui arrive et qui n'a rien d'un trône en mai 1766. Vous avez quasiment de quoi faire une loge maçonnique, c'est-à-dire que vous avez un trône central en bois avec 3 sièges de chaque côté, c'est-à-dire 7, ce qui est nécessaire pour créer une loge maçonnique. Et vous avez donc ce trône qui arrive à Corté. Alors les gens ont dit c'est parce que Paoli veut être roi. Et s'il avait voulu que le trône soit pour lui, il l'aurait fait amener en 1755, 56, 57, il n'aurait pas attendu 11 ans. S'il est arrivé en mai 66, c'est parce que le prétendant était mort en janvier 66 et que le nouveau prétendant, qui lui était jeune, avait effectivement des aspirations sur la Corse. Et on a des lettres de Paoli qui vous dit le pape voudrait bien donner la Corse à un prétendant. Mais le prétendant, c'est lui que toute l'Europe appelle le prétendant. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur l'immigration, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés, peut-être pas en aussi grand nombre au 16e, 17e, 18e qu'on l'a dit, beaucoup au 19e, les fameux Lucchesi, qui sont évidemment les travailleurs agricoles, qui se sont vite corcisés, j'en parlais hier dans une autre conférence à Bari, Italie, avec un descendant de la famille Bertin. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être d'ailleurs un en Massa, vous avez des Bertini à Bastia. Mais les Bertini, lorsqu'ils sont arrivés de Lorraine, ils s'appelaient Bertin. Et ils s'appelaient Bertin en 1850, et puis lorsque le facteur crie votre nom au-dessous des fenêtres, il ne dit pas Bertin, il le dit en Corse, Bertini. Mon père à Royal, on ne disait pas Verger, on disait Vergio, comme le col. Et donc, c'est évident que beaucoup de patronymes se sont corcisés. Je ne suis pas sûr qu'au 16e, 17e, 18e, il y ait beaucoup de gens de Florence, de Pise, de Livourne qui soient venus en Corse. Parce que l'immigration, on le voit encore aujourd'hui, se fait presque toujours de pays pauvres vers un pays riche. Alors quelqu'un qui voit tous les jours le campanile de Giotto, je ne suis pas certain qu'il veuille voir la chapelle Santa Caterina de Tobin, ce genre de choses. Donc je suis à peu près sûr que l'immigration, elle a été surtout vraie avec le début de l'industrialisation, avec les mines d'antimoine et de Meri, la recherche des mines de Pietralba, ça oui. Mais au XVIe, XVIIe siècle, pas beaucoup. Par contre, les Corses ont émigré à Marseille, c'est l'objet du deuxième livre, d'une façon extraordinaire. Et lorsqu'ils sont arrivés à Marseille, ils se sont intégrés aux élites immédiatement au plus haut niveau. La plus vieille place de Marseille aujourd'hui s'appelle encore la place Lench. Et Tommasino Lench, il est parti de Borsigle et il a créé la plus grosse entreprise, non seulement de Marseille, mais d'armement française sous le règne de François Ier, à partir de 1533. Donc c'est plutôt quand même dans ce sens. Merci. Merci. Merci beaucoup, François Paoli. Il reste du temps pour les diverses éventuellement rencontrer le professeur Michel Berger.